Le match dans le match accueille ce soir le fondateur du circuit Biking Man, un circuit pour les mordus de cyclisme, d'ultracyclisme même plutôt. En 2025, le Biking Man regroupe 11 épreuves sur 3 continents. Axel Carillon est avec nous ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. En forme? Toujours. On va revenir sur votre histoire avec le Biking Man, et le vélo. Le vélo, vous l'avez découvert à quel âge? Alors je l'ai découvert en 2011, donc il y a un peu plus de 15 ans. J'avais 25 ans à cette époque-là et c'est grâce à des amis qui m'ont initié un jour au voyage à vélo. Ils m'ont proposé d'aller traverser l'Europe de l'Est. Donc ultra-cyclisme finalement directement. Je suis passé directement par la case ultra, ouais. 1200 km pour traverser la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie dans les Carpates. Vous avez réussi à enlever les petites roulettes? Là, on est allé directement sur la version Formule 1, ouais. Et le Biking Man, du coup, l'idée, elle est venue comment? C'est une idée qui est venue avec le temps. C'est-à-dire que j'ai commencé moi, à faire du vélo en 2011, donc très très tard. Je suis un attardé du cyclisme. Et puis chaque année, j'ai répété un rituel avec des amis de faire des grands voyages, des grandes traversées assez longues, assez engagées, avec une notion d'autonomie très forte. Et voilà, on a exploré de nouveau les Balkans en 2012, 2013 le Maroc, le pays de la lumière, 2014 la France, traversée de la France du nord au sud, 2015 l'Amérique du Sud. Et c'est pendant ce voyage initiatique de la Colombie à l'Argentine qu'est née l'idée du Biking Man. Il y a eu un moment de déclic? J'ai encore la note dans mon téléphone des idées auxquelles j'ai pensé en 2015, parce que j'ai traversé l'Amérique du Sud en 240 jours à cette époque-là, donc 8 mois. Ça fait beaucoup de temps pour penser, beaucoup de temps pour penser à sa vie, penser à ce qu'on veut faire et penser surtout au changement qu'on veut apporter dans la vie qui est la nôtre. Et dans ces idées, j'ai encore la note dans mon téléphone. Il y avait Biking Man qui en faisait partie et c'est celle que j'ai retenue en rentrant de ce voyage, puisqu'on ne peut pas tout faire dans la vie et je me suis focalisé sur celle-ci. Qui vous a soutenu dans ce projet du Biking Man? Tout le monde à qui j'ai eu la possibilité d'en parler, parce que c'est un projet de passion. Et qui dit passion, généralement, c'est véhicule d'attention, véhicule d'attraction, véhicule de soutien. Donc il y a eu mes frères et sœurs, ma famille, bien sûr. C'est assez banal ce que je vais dire. Il y a eu mon ancien employeur à cette époque-là, en 2015, qui m'a soutenu. Et puis toutes les personnes, quelque part, qui sont venues s'agglomérer autour de ce projet, qui était complètement fou, parce qu'à l'époque, on m'a vraiment pris pour un dingue. Vous parlez de votre ancien employeur, parce qu'en 2015, professionnellement, vous en étiez où dans votre vie? Alors je travaillais dans l'énergie solaire. Mon but et mon rôle, c'était de développer des parcs photovoltaïques sur le territoire français. D'ailleurs, on a équipé à l'époque le parc d'activités logistiques de Nice. Et à cette époque-là, moi j'avais 2 vies. Il y avait le solaire, qui était ma passion pour le travail et qui me faisait vivre, et à côté, ma passion pour le vélo et l'aventure et le voyage. Plus globalement, comment est-ce qu'on lance un circuit? Combien de temps ça prend? Pour lancer un circuit tel que celui-ci, waouh! Déjà à l'époque, j'en avais aucune idée. Je pense que si j'avais réfléchi au temps que ça prendrait, je ne sais pas si j'aurais essayé cette idée-là. Je pense qu'au contraire, c'est comme n'importe quelle idée quand on entreprend. Il ne faut pas penser à la temporalité, il faut juste être motivé, je pense, par une passion intérieure et surtout une volonté de changement, apporter quelque chose dont les gens ont peut-être besoin et être persévérant pour à la fois poursuivre ce rêve qui est un peu fou de partager cette passion et puis après de voir s'agglomérer autour de ce rêve des gens qui partagent une même passion. Donc je dirais que ça n'a pas de délai. Parfois une passion ça dure toute une vie. Le circuit a donc été fondé en 2016, la première épreuve a eu lieu en 2017, un départ de Quito en Équateur et une arrivée à Cusco au Pérou. Comment s'est fait le choix de la localisation? À l'époque, comme je le disais, juste avant de lancer Biking Man, je traversais l'Amérique du Sud. On était 3 sur cette traversée, donc 240 jours, 13 500 km, 154 000 mètres de dénivelé. Vraiment, c'était une expédition de tous les superlatifs. Donne mal à la tête ces chiffres. Et il y a un tronçon de cette expédition qui m'a beaucoup marqué, c'est le Pérou. Et d'ailleurs, les voyageurs à vélo qui ont la chance de traverser l'Amérique du Sud, souvent il y a un moment avant et un moment après le Pérou, pour sa dimension géographique, pour sa géologie, pour les cols à presque 5000 mètres d'altitude, pour la culture également andine et quechua. Et le but au départ de Biking Man, moi je me suis dit au final je vais essayer de lancer une course dans un endroit qui, je dirais, évoque pas grand chose pour la majorité des gens, mais qui est très très difficile en termes d'organisation, en me disant je vais commencer par le plus dur, parce que tout ce que je ferai après sera forcément plus facile que la construction de cette course. Et s'il y a une personne qui vient, qui signe quelque part pour réaliser cette aventure, quelque part je suis sur le bon chemin. Et c'est comme ça que j'ai identifié l'Équateur et le Pérou, parce que c'était le tronçon le plus dingue de cette traversée sud-américaine.
Et pour cette première épreuve du Biking Man, combien de participants? Alors on était 17 au total, dont une femme, Yoshi. Et c'était un parcours de 3500 km, donc c'est 3,5 fois la France à traverser, 70 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est presque 2 fois le dénivelé du Tour de France, des cols à 4900 mètres d'altitude, donc au-dessus du Mont Blanc, bon, de la piste, du gravel, des endroits extrêmement engagés, et une traversée, puisqu'il fallait traverser l'Équateur, Quito, la capitale du pays, pour allier l'ancienne capitale impériale de l'Empire Inca, Cusco. Donc c'était vraiment une expédition à part entière. Au-delà d'une course, c'est vraiment une expédition. Et il y avait un temps limite de 26 jours à l'époque pour pouvoir la réaliser. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les participants, à l'issue de ce premier rendez-vous? On recommence quand? La majorité, en fait, moi c'est ça qui m'a marqué sur cette expérience, la majorité ont partagé non pas des statistiques, comme je suis en train de le faire en ce moment pour essayer de dimensionner quelque part aux yeux des téléspectateurs qui nous regardent ce type de défi, ils m'ont partagé en fait ce qui les a motivés, quelle a été leur motivation profonde et les ressources dans lesquelles ils sont allés puiser pour pouvoir réaliser ce type de défi. Donc au-delà du sport, ils sont venus raconter finalement une histoire humaine qui leur a permis de réaliser ce type de défi fou. Et là où je m'attendais quelque part à des récits de course, je me suis retrouvé à avoir des humains qui me partagent leurs fractures, leurs douleurs, leurs souffrances, mais qui est un moteur pour pouvoir se défier, se dépasser et sortir de sa zone de confort. Et j'ai vraiment gardé cet événement fondateur comme une marque de fabrique de Biking Man, et c'est le trigramme, Explore, Endure, Empower. En anglais, ça veut exactement dire ce que c'est. C'est-à-dire que c'est de l'exploration pour des gens qui pensent arriver dans un cadre qu'ils pensent maîtriser. Endure, c'est la partie souffrance, la partie dépassement de soi pour arriver à résister aux défis. Et Empower, c'est la prise de contrôle quelque part sur des choses, c'est une découverte de soi également et peut-être même une renaissance pour pouvoir se transformer, parce que c'est le but de ce type de compétition. C'est pas que du sport, c'est à travers la compétition surprendre les gens pour qu'ils puissent se transformer et renaître après une épreuve où finalement le vélo n'est qu'un moyen de transport. Vous le disiez, 17 participants lors de la première épreuve, il y a de plus en plus de participants. Une saison de Biking Man, ça se prépare combien de temps en amont? Eh bien, ça fait 10 ans. Non, mais par exemple, la saison 2026, vous avez commencé à travailler dessus quand? Déjà, il y a plus de 6 mois. Parce que généralement, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, on a 11 événements cette année sur 2025. On développe de nouvelles destinations, donc on discute avec des pays qui sont intéressés par le format pour attirer des pratiquants d'ultracyclisme et mettre en avant leur potentiel cycliste, parce qu'en fait, on n'a pas de, je dirais qu'on n'a pas de limite en termes de topographie, de géographie. C'est l'inverse du Tour de France, où les routes doivent être parfaites, tout doit être nickel, parce que le moindre gravier, vous avez l'association des coureurs qui porte plainte contre ASO. Nous, c'est l'opposé. C'est-à-dire que les participants qui viennent recherchent le caractère pittoresque, les routes secondaires, les routes oubliées, parfois les axes même oubliés, pour les faire renaître avec le vélo. Et le Biking Man, c'est un peu ça. Donc je dirais que le carnet de commandes, il est quasiment illimité au niveau des ministères du tourisme avec qui on peut discuter. Par contre, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de travail en fonction des cultures avec qui on peut discuter, parce qu'on a organisé des courses en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Europe, en Asie, jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'à Taïwan. Et cette notion de course sans étape, parce que le Biking Man, c'est une course sans étape, du départ jusqu'à l'arrivée, vous pédalez parfois sans dormir, pendant 48 à 72 heures pour parcourir 1000 bornes. Eh bien, sur une culture comme la culture taïwanaise ou la culture laotienne, parce qu'on a organisé une étape également au Laos, ça demande quand même de travailler avec les autorités pour qu'ils comprennent la nature même de ce type d'événement et pourquoi des personnes veulent participer à ce type de course. Depuis le lancement de ce circuit, le Biking Man, je pense que vous allez avoir du mal à répondre, mais quel est votre meilleur souvenir? Le plus beau souvenir, bon, j'ai pas de mal à répondre, c'est un des tout premiers, c'est la genèse, c'est Yoshi, la japonaise qui arrive après 26 jours d'efforts, qu'elle a accompli en traversant la totalité de la cordillère des Andes de Quito jusqu'à Cusco, et qui me relate la motivation qui l'a poussée à s'inscrire, parce qu'elle avait son père qui était parti, qu'il avait quitté de manière bien sûr inopinée quelques semaines avant la course, et elle avait transporté en fait les cendres de son père pour lui offrir un dernier voyage. Et là où je m'attendais quand elle est arrivée sur la place des Armes à Cusco, à ce qu'elle me relate finalement les récits des grands cols, de l'altitude et ainsi de suite, non, elle me relate cette histoire-là. Et ouais, c'est un de mes plus beaux souvenirs, parce que ça a été une énergie inépuisable finalement de donner la possibilité à des gens qui vivent finalement des situations humaines que tout le monde vit au quotidien, des moyens de décompresser et de se réserver un espace temporel pour vivre une expérience qui, je l'espère, parce que Yoshi est revenu après sur le circuit Biking Man, l'a aidé à poursuivre sa vie malgré la perte d'un proche. Il y a des épreuves donc sur le Biking Man 100% sur route, d'autres qui mêlent route et gravel. Comment ça se décide tout ça ?
Mais en fait, le gravel, donc c'est un vélo de route avec des pneus de VTT, hein, pour les téléspectateurs qui connaissent pas la pratique. Moi, il y a 10 ans, je parlais même pas de gravel. Le Biking Man, c'était un format où il fallait venir avec un vélo, il y avait de la piste, de la route secondaire, des trous comme ça, des crevasses. On parlait pas spécifiquement de la technicité des axes routiers. Maintenant que l'essor du gravel a quand même bien explosé, notamment en France, on scinde les formats, parce qu'aujourd'hui, le Biking Man, il y a plusieurs formats. Il y a des formats 100% sur route, des formats qui mixent route et gravel, et après des formats 100% gravel. Ça, c'est en fonction de l'héritage des territoires. Si je prends le cas du Maroc, en Afrique du Nord, le Maroc a un territoire gravel qui est extraordinaire, de par son héritage, son aménagement, avec notamment la transhumance, le commerce qui a été réalisé au sein du Maroc. Donc il y a beaucoup de pistes qui ne sont pas encore asphaltées. Et en France, on a beaucoup de mal encore à se rendre compte à quel point notre réseau routier est un des plus denses de la planète, notamment le réseau secondaire, parce que beaucoup de frontières, beaucoup d'axes avec beaucoup de villages, et beaucoup de villages qui auparavant étaient connectés non pas par de l'asphalte, mais par des pistes. Et ces pistes sont devenues asphalte et sont devenues un paradis pour le vélo de route. Mais également, sur le gravel, il y a beaucoup de pistes. Là, on est en ce moment à Monaco, il y a beaucoup de pistes secondaires et des pistes stratégiques. Ça doit parler aux gens qui nous écoutent. Ces pistes anciennement militaires sont devenues aujourd'hui des territoires extraordinaires à explorer en gravel, parce que c'est des pistes qui n'ont pas pour vocation d'être asphaltées, mais qui permettent finalement de découvrir son territoire et sa géologie. Quand on regarde les épreuves qu'il y a eu depuis le lancement du circuit, il y en a régulièrement dans la région, dans les Alpes-Maritimes. Vous avez un lien particulier avec le département ? Moi, c'est là où je suis né, entre guillemets, pour le vélo. Parce que je suis arrivé ici en 2000, la région m'a adopté grâce au vélo, parce que c'est vraiment le vélo qui m'a fait aimer, et je suis tombé amoureux des Alpes-Maritimes grâce à la bécane, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est la bécane qui m'a fait découvrir la richesse de ce territoire qui, dans un concentré quand même en termes de territoire, c'est pas très grand. Les Alpes-Maritimes, quand vous prenez de l'est à l'ouest, c'est finalement assez petit, mais il y a une ramification territoriale de pistes pour le gravel, de pistes pour le VTT, de routes secondaires et de routes. Je pourrais citer quelques cols qui, je suis sûr, ne parlent à aucun Azuréen, alors que pourtant il est ramifié avec de l'asphalte. Les Granges de la Brasque, par exemple, pas très loin du village du Tel, c'est un terrain de jeu extraordinaire et qui s'explore à vélo, puisque on ne peut plus passer en voiture, parce que c'est interdit. Et le vélo, finalement, c'est un moyen de faire une percée dans le territoire, et d'aller finalement travailler sur l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. Parce que toutes ces pistes stratégiques et tout ce réseau qui a été construit a été par la force humaine. Moi, finalement, je suis un héritier de tout ça, et j'essaye, à mon niveau, finalement, avec le vélo, de le faire redécouvrir, parce que avec le vélo, on peut découvrir son territoire au rythme également du vélo, c'est-à-dire à 20 km/h. Donc avec les yeux relevés et la tête levée pour pouvoir s'émerveiller du territoire et de la géologie des Alpes-Maritimes qui est proprement vertigineuse, quoi. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde dans lequel vous rêveriez d'aller pour disputer une manche du Biking Man ? Alors je rêverais de retourner au Pérou, parce qu'on a organisé une manche pendant 3 ans, notamment dans un point très particulier qui s'appelle le Punta Olímpica, pas très loin du Haraz, la capitale de l'amitié au Pérou, et qui est un col qui permet de basculer dans le parc national de Huascarán. Rien que le nom, il est évocateur. C'est une montagne avec deux sommets jumeaux qui culminent pour le col à 4736 mètres. Et on est au cœur d'un territoire, c'est un sanctuaire. Et c'est vraiment un lieu qui a une puissance extrêmement rare, à la fois d'un point de vue montagne, pour les amoureux de la montagne, mais également à vélo, puisque les Péruviens ont asphalté cette route. Il y a un nombre de lacets extraordinaire. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller regarder le Huascarán et le point olympique. Et curieusement, il a été rendu célèbre par un Français qui s'appelait Nicolas Gégère, qui était passionné d'altitude et qui avait passé 60 jours au sommet du Huascarán, à plus de 6800 mètres d'altitude de mémoire. Et c'est lui qui a contribué à rendre célèbre ce massif pour le trek, pour l'andinisme. Et moi, j'aimerais pouvoir contribuer à mon échelle à la rendre connue et célèbre pour le vélo. Puisqu'il se passe quelque chose de différent de tout ce que les cyclistes peuvent connaître quand on pédale en hyperaltitude, quand on est à plus de 4000 mètres, dans des conditions de raréfaction de l'oxygène, avec 40% d'oxygène en moins, où il y a toutes les lumières qui s'éteignent au niveau du cerveau pour pouvoir progresser.
C'est plus du tout le même effort, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé avec le Tour. Là, au contraire, on est, je dirais, à l'économie et tout à gauche pour les personnes qui font du vélo. Et on essaye de survivre à cet effort, qui est un effort qui s'apparente presque à de la méditation et qui permet d'aller, non pas conquérir des montagnes, mais lentement les gravir pour prendre de l'altitude, aller sur les cimes et observer le territoire et la beauté extraordinaire que notre planète expose à nos yeux, quoi. Dans le Biking Man, il y a un système de points qui débouche sur un classement. Comment ça se calcule, tout ça? Alors, il y a un système de points qui est très simple, c'est que chaque manche, en fonction de son format, donc de sa distance, et en fonction de votre classement, de votre position, vous allez remporter un nombre de points. Et il faut participer à minima à 2 manches pour pouvoir rentrer dans le classement général. Donc chaque année, on a entre 1000 à 1500 athlètes qui s'élancent sur un Biking Man et on a entre 100 et 200 participants qui sont classés au titre du championnat du monde, donc qui ont fait au moins 2 manches. Et maintenant, on commence à avoir des stratégies d'athlètes, notamment internationaux, qui guettent les manches et qui regardent où est-ce qu'ils peuvent à la fois se positionner pour cotiser entre guillemets le maximum de points, parce que les épreuves ne sont pas égales. Chaque épreuve a des caractéristiques particulières en termes de difficulté. Le Maroc est plus difficile par exemple que la Corse, et le Brésil est quasiment au même niveau que le Maroc pour son degré d'engagement. Donc il y a des stratégies d'athlètes qui vont aller chercher soit les épreuves les plus difficiles pour cotiser le maximum de points, soit les épreuves les plus faciles pour essayer d'en cumuler le plus avec un classement, avec moins de concurrence. Voilà. Donc il y a toute cette stratégie-là et toute cette analyse en prenant en compte bien sûr le paramètre essentiel de la récupération d'une course de 1000 km à vélo sans assistance. Parce que grignoter des courses Biking Man, parce qu'il y a des rendez-vous chaque mois, de 1000 bornes, c'est pas simple. La récupération, elle est pas facile, parce que c'est des efforts à la fois extrêmement intenses, notamment pour celles et ceux qui gagnent. Est-ce qu'il y a des grands noms qui ont déjà participé à une épreuve du Biking Man? Alors il y a eu grand nom, faut le définir, mais dans l'univers du cyclisme, je pense forcément à Laurent Jalabert qui s'était engagé sur 2023 sur le Biking Man du Maroc, mais qui a dû abandonner. Là, on a Pierre Roland, qui est également un ancien pro cycliste qui s'élance cette année sur le Biking Man du Maroc, sur le 555. On commence à avoir plusieurs professionnels, soit qui sont à la retraite, soit en phase de devenir retraités du cyclisme, qui s'élancent sur la compétition du Biking Man. Ça, c'est vraiment pour le paramètre cyclisme type Tour de France. Mais après, on a beaucoup d'athlètes qui viennent de plein d'univers différents et c'est ça qui en fait, je trouve, le sel quand on participe à ce type de course, c'est qu'on peut avoir un ancien médaillé olympique en aviron, un ancien champion d'Europe de karting. Là, sur les Alpes-Maritimes, le Biking Man qui est parti il y a un mois, il y a François Delcourt, le vice-champion du monde de rallye. On l'a vu sur TV Monaco. On l'a vu sur TV Monaco. Donc, en fait, on se retrouve sur une ligne de départ avec des gens qui ont soit un profil d'athlète, non pas lié au cyclisme, mais dans sa carrière sportive, qui a construit une expérience significative qui va lui permettre de faire une performance, soit à l'opposé, quelqu'un qui n'est pas professionnel du sport, par contre, qui a une expérience personnelle dans sa vie intime, qui va lui permettre d'avoir une ressource extraordinaire. Exemple, parce que je reviens sur le Pérou, je pense forcément à Rodney Sonko, le premier à s'être placé sur le championnat et à avoir gagné plusieurs années d'affilée. C'est un Péruvien qui est né à Urubamba dans la vallée sacrée et qui s'entraîne à 3400 mètres d'altitude et qui grignote l'école à 4000 mètres comme du petit lait, quoi. Et lui, c'était pas un professionnel. En revanche, le cadre de vie dans lequel il a évolué, les conditions d'entraînement ont fait de lui un athlète de très haut niveau, bien qu'il n'ait pas été dans un circuit classique de sportif de très haut niveau. Et finalement, cette marmite qui mélange à la fois des athlètes de très haut niveau, des sportifs officiellement reconnus, mais également des personnes du quotidien, des héros et des héroïnes du quotidien qui ont dans leur vie vécu des choses extraordinaires, eh bien, ça donne un cocktail qui est intéressant à observer parce qu'il y a tellement d'incertitudes sur un 1000 bornes. C'est comme un rallye, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire qu'on peut avoir une défaillance, on peut faire une chute, on peut avoir une défaillance mécanique qui fait que tout ce qu'on a construit en termes de préparation physique sur son corps, sur le nombre de bornes qu'on a fait, c'est les paramètres extérieurs qui vont faire, à cause du fait que vous êtes en autonomie et sans assistance, il n'y a pas 200 voitures qui vous suivent derrière pour vous remplacer la roue à chaque fois que vous crevez, vous devez vous débrouiller sur le bord de la route pour réparer votre pneu. Donc il y a tous ces paramètres finalement de l'imprévisible qui font que tout peut se passer sur le Biking Man. D'un point de vue personnel, je crois que vous avez un nouveau challenge de taille qui arrive dans quelques jours. Tout à fait. Moi, j'essaye de garder cette hygiène et cet équilibre entre les courses, qui est une passion qui me dévore, parce que ça consomme beaucoup d'énergie d'arriver à construire ces épreuves et puis de les organiser en tant que directeur de course,
avec ma passion du voyage à vélo et de l'exploration que j'ai la chance de pratiquer comme maintenant sportif de haut niveau depuis une quinzaine d'années. Donc l'année dernière, j'étais allé traverser les États-Unis de New York à Astoria. D'ailleurs, on voit une belle image en 25 jours en autonomie, en suivant les anciennes voies de chemin de fer, pour aller finalement retracer ma propre conquête de l'Ouest modestement en suivant les anciennes voies commerciales qui ont été abandonnées au profit des autoroutes. Et là, je vais suivre non pas Est-Ouest, mais un axe nord-sud du Canada au Mexique, au Nouveau-Mexique exactement, la Continental Divide, donc la ligne de séparation des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique, qui suit finalement toutes les montagnes rocheuses. C'est 4400 km de VTT, avec pas mal de dénivelé puisqu'on est en zone montagneuse. Mais le plus grand défi de cette expédition, c'est que je ne vais pas le faire seul, contrairement à cette photo. Là, j'accompagne un ami, Grégory Girard, qui est ultracycliste, qui a fait beaucoup de courses Bikingman, dans son plus gros défi qui va s'apprêter à accomplir. Et c'est, je pense, ça le plus grand défi de cette expédition de cette année. Ouais. Le choix du lieu, il s'est fait quand ? Alors, la Great Divide Mountain Bike Route que je vais suivre, donc du nord au sud, cette traversée, c'est l'itinéraire mythique des États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains cyclistes qui connaissent cet itinéraire qui a été construit à l'initiative de l'Association américaine de cyclisme. Et quelque part, c'est un rêve que poursuivent beaucoup d'explorateurs en herbe à vélo, un jour d'aller traverser les États-Unis par cet itinéraire, parce qu'il a la particularité à la fois de traverser beaucoup d'États qui parlent aux gens, Montana, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Donc c'est des noms d'États évocateurs, mais en même temps c'est un des itinéraires les plus beaux, parce que c'est à 70% de la piste forestière. Et on traverse notamment le Grand Téton pour les gens qui connaissent. On passe pas très loin de Yellowstone, de tous ces noms qui évoquent des grands parcs. Et c'est un des itinéraires les plus sauvages. L'année dernière, c'était une traversée à travers finalement la diagonale du vide des États-Unis. Là, je me focalise cette année, à amener un ami au cœur, je pense, d'un des plus beaux itinéraires de l'Amérique du Nord. Axel, merci d'avoir été notre invité. C'est toujours passionnant de discuter avec des passionnés. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.